Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue dans les vraies voix responsables. On est ravis de vous accueillir avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h. Ça va, Philippe? Ça va très bien. Et vous, Cécile? Ça va très bien, puisque ce soir, vous allez voir, ils ont grandi sans réseau, sans capital, parfois même sans repère. Rien ne les prédestinait à la réussite et pourtant, ils ont bousculé les codes, défié les obstacles et écrit leur propre destin. Ce soir, nous allons rencontrer des entrepreneurs qui n'avaient rien, sauf une chose essentielle, une détermination inébranlable. De l'échec à la résilience, des galères aux victoires, leurs parcours sont la preuve que l'ascension ne tient pas qu'au diplôme ou au privilège, mais à une rage de réussir. Et bienvenue donc dans cette émission qui inspire la réussite et qui montre que partir à zéro n'empêche pas d'aller très loin, enfin en tout cas nous empêche pas d'aller très très loin. On est ravis de vous accueillir, on est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et autour de cette table, Jonathan Angoloff qui est avec nous, fondateur de la licorne française Aircall et fondateur de Aguesso Capital. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Cécile. Avec ce livre à sortir dans peu de temps qui s'appelle Rien à perdre aux éditions Alizio. Autour de cette table aussi, bien entendu, notre invité. Moed Altrad, par téléphone, président du groupe Altrad et du Montpellier Hérault Rugby, qui vient de publier Le désert en partage aux éditions Actes Sud. Moed Altrad, bonsoir. Bonsoir Moed Altrad. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer sur tous les deux sur l'enfance, parce que c'est ça qui est aussi intéressant dans vos parcours. Avec vous, Jonathan Angoloff, c'est de dire très très chaotique, c'est-à-dire que ça démarre, c'est très très lourd. Racontez-nous un peu la genèse, l'histoire finalement. Merci Cécile. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis né, on va dire, je suis pas né pauvre. Je suis né avec une maman qui avait les moyens de m'élever et tout allait à peu près bien. J'étais dans la classe moyenne française, donc j'avais de quoi me nourrir et de me loger. Et sauf qu'à l'âge de environ 12 ans, enfin à 11 ans, d'abord premier drame, l'intégralité de notre appartement prend feu et brûle. Je me retrouve à l'hôpital pendant une quinzaine de jours intoxiqué, et ma mère pendant plusieurs mois. Et l'année d'après, ma mère se fait escroquer, victime d'une Ponzi, donc une Madoff. Voilà, une Madoff. Ça a changé de nom je voulais pas dire le nom, mais bon, ça va. Maintenant qu'il est décédé, on peut utiliser son nom. Mais voilà, vraiment une grosse arnaque. Et elle perd tout. Du jour au lendemain, elle a plus rien. Et pour rien améliorer, la personne qui l'a arnaqué l'a dénoncé aux impôts, donc il s'en est suivi, contrôle fiscal, etc., etc. Et donc j'ai été placé en famille d'accueil à l'âge de 12 ans, d'abord en foyer, puis en famille d'accueil, puis dans une autre famille d'accueil. Bref, j'ai été ballotté de mes 12 à mes 18 ans, comme ça, de famille en foyer. Et là, le monde s'écroule parce qu'en fait, je passe du petit Parisien qui va à l'école tous les matins normalement et rentre chez lui le soir à je me retrouve en banlieue parisienne, je me retrouve dans une ZEP, zone d'éducation prioritaire, je me retrouve à faire des trajets d'1 heure et demie avec un sac de 30 kilos pour rentrer chez maman un week-end sur deux dans le RER. Donc est-ce qu'un gosse de 12 ans ou 13 ans a quelque chose à faire dans le RER? Non, je pense pas. Et de manière générale, en fait, ma vie a changé. C'était plus la même histoire pour moi. Elle a changé, elle a basculé en fait. Ouais, elle a basculé. Ouais. Mais je vais vous dire un truc, et ça j'insiste toujours et j'en parle dans le livre, c'est j'ai jamais été malheureux. C'est-à-dire que oui, c'est un choc, oui, c'est un traumatisme, et ce traumatisme, je le garderai toute ma vie, mais il a fait aussi beaucoup ma force. Mais en tout cas, je l'ai vécu comme quelqu'un qui n'a pas connu quelque chose d'avant, quoi. Et ça a été difficile, ça a créé quelque chose en moi, une cicatrice qui restera à jamais, une sorte de tranchées qui sont en moi, mais qui me donne envie d'aller toujours plus loin, d'aller toujours plus haut. Et donc cette période en famille d'accueil, on va dire qu'elle est passée très vite, parce que ça a été 5-6 années de ma vie que j'ai vite effacé et que j'ai essayé en tout cas de prendre le meilleur de ça et d'aller tout droit. Moed Altrad, vous, ça a été une naissance également dans un milieu pas favorisé, là, pas du tout, et loin de la France, que vous êtes dans le désert syrien, exactement. Eh bien, c'est bien ça, bon, j'allais dire c'est similaire à notre ami qui vient de parler, mais peut-être un peu plus compliqué, mais on ne peut pas comparer les choses. Donc, non, vous étiez issu d'une extrême précarité, c'est important de le rappeler. Absolument. Donc, je suis né bédouin. Je ne connais pas ma date de naissance, ni le jour, ni le mois, ni l'année, parce que c'était une tribu qui se baladait au gré des pâturages. Il y a des pâturages dans le désert lorsqu'il pleut très, très occasionnellement. Et ça, c'est nécessaire pour
nourrir les bêtes. Voilà, on se déplaçait avec les bêtes à pied, etc. Donc voilà, voilà où je suis né. Comment je suis né? Il y avait, vous savez, c'est une attitude ancestrale chez les Bédouins. Il y avait un chef de la tribu, et ce chef a tous les pouvoirs, le code civil, le code pénal, tout, quoi. C'est le dieu, quoi, vivant, mobile. Et puis il a rencontré une jeune fille de 12 ans, 12 ou 13 ans, on ne connaît pas son âge non plus à l'époque, et il a violé une première fois. Donc ça a donné naissance à mon frère aîné qui s'appelle Mayouf. Mayouf, ça signifie en français l'abandonné. Et il a choisi de le garder auprès de lui. Il était déjà marié, il avait des enfants, etc., donc les deux mes frères et sœurs. Un an après, il a recommencé, et c'est là où je suis né. Je suis là encore devant vous, en tout cas, pour vous parler de mon histoire. Donc, quant à moi, ma mère a été répudiée. Vous savez, dans les tribus, il est autorisé d'avoir plusieurs femmes. Donc, ma mère a été la deuxième femme, et qui ne pouvait pas vivre avec mon père, donc chef de tribu, parce que tout simplement, voilà, elle avait une sorte de pouvoir sur son mari pour répudier ma mère. Et c'est comme ça que je me suis trouvé à marge de la tribu. Donc, vous savez, dans la tribu, c'est pareil, c'est que ce côté ancestral, on trouve toutes les tranches de la société. Et on était dans la tente la plus éloignée du centre de la tribu, quoi. Donc voilà, et donc un jour, donc comme il voulait pas me garder, il avait donc le père, il avait un cousin éloigné qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et il l'a invité, il lui a dit voilà, tu cherches un enfant, et voilà, il y en a un qui est tout fait, prends-le. Et c'est comme ça que je suis allé chez cet homme qui était à moitié sédentarisé. Et donc, j'ai dû aller à l'école. Et à la fin, je fais court, parce que l'histoire est très longue. Il y a eu 4 romans qui racontent... Oui, cette histoire assez incroyable. Juste une question à Jonathan Hugeloff. À quel moment vous avez compris qu'il fallait vraiment vraiment vous en sortir? C'est quoi le déclic? Très tôt. Attendez, Moed, je pose la question à Jonathan. Pardon, allez-y. Désolé, Moed. Non, mais très tôt, parce qu'en fait, ce qui a été très difficile, c'est de connaître, pouvoir se nourrir et se loger, être au chaud, et quand on a faim, on ouvre le placard et il y a un Kinder Délice et une boisson, c'est sympa en fait. Et connaître quand on a faim, il y a rien. Et c'est ce que j'ai connu. Du jour au lendemain, j'avais rien. Et la femme d'accueil me nourrissait avec le minimum, ce qu'on leur donnait. Et je me suis dit, je peux pas accepter ça. Et jamais je l'ai accepté. Ça veut dire que j'ai subi beaucoup de moqueries jeune, parce qu'en fait j'étais ambitieux, et à l'école être ambitieux c'est être un menteur ou être un rêveur ou raconter n'importe quoi. Et moi, pas qu'à l'école, hein, je pense en France en général. Non? Ouais, je pense de manière générale. Et donc c'était les moqueries. Et moi dans ma tête je me disais de toute façon c'est pas possible d'avoir faim. Je peux pas concevoir qu'aujourd'hui on peut avoir faim, on peut avoir froid. Je refuse ça, et je sais que ça existe dans le monde, et moi je pouvais pas l'accepter jeune. Et je me suis toujours dit je vais aller toujours plus loin, plus haut, pour arriver à faire les choses. Et le choc, ça a été de voir ma maman qui n'a plus rien, et qui du jour au lendemain se met à louer mon ancienne chambre à des étudiants qui ont 3-4 années de plus que moi, et qu'elle se retrouve à vivre avec des étudiants pratiquement en coloc à 55 ans, et pas avec son fils. Et de la voir se cloîtrer un peu dans la chambre, dans sa petite chambre de 10 mètres carrés, et pas oser sortir parce qu'il y a des étudiants dans le salon ou dans les chambres. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça, c'est pas possible. Je vais devoir m'en sortir. Et à 14 ans, je me mets à bosser, en fait, justement. On va en parler dans un instant. Moed Eltrad, restez avec nous dans un instant. La suite, parce que forcément, cette résilience dont on parle souvent, ces entrepreneurs longs, et en tout cas, ils développent des réussites. Et on va en parler dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables ce soir avec ces personnalités inspirantes, des chefs d'entreprise qui ont démarré un petit peu de façon chaotique et qui aujourd'hui, c'est un peu l'excellence à la française. Jonathan Angelhoff est avec nous. Rien à perdre, c'est son livre aux éditions Alizio qui sort quand ? Le 13 mars. Et puis, ça va me porter chance le 13. Moed Eltrad, qui est avec nous, président du groupe Eltrad du Montpellier Héros Rugby, bien entendu. Et ce livre qui sort aussi le dernier, le désert en partage aux éditions Actes Sud. On évoquait ce parcours. Et je vous demandais tout à l'heure à quel moment vous avez décidé finalement de changer les choses. La première idée finalement d'Internet pour vous, Jonathan, c'était quand ce lien avec Internet? J'en parle pas mal dans le livre. En fait, très jeune, j'ai eu la chance d'avoir Internet parce que mon immeuble était câblé. Donc j'avais à l'époque ce qu'on appelait Lyonès Câble pour les vieux comme moi. Ça nous rajeunit pas. Voilà, c'est ça. Avant que ça soit racheté par nous et que ça devienne ce qu'on connaît maintenant. Ça à l'époque, vous aviez un Nokia 3310 comme téléphone, c'est ça? Bien avant, j'ai eu le 5110 même. Oh là là. Et là, j'étais pas 86. Là. Les vieux. Et donc très tôt, j'ai pu avoir Internet bien avant d'être placé en famille d'accueil. Et en plus, l'Internet qu'on appelait l'ADSL. Donc je pouvais déjà faire des choses assez intéressantes. Et très tôt, j'ai connu Alibaba, avant même que ça soit vraiment connu en France. Et donc j'achetais plein de petits objets. D'ailleurs, un de mes meilleurs objets qui est cartonné, c'était une bague de Lady Di. Une bague de Lady Di, une fausse du coup, qui valait, mais je l'avais acheté quelques centimes, ça valait 30 centimes, j'en avais acheté 1000, que j'avais fait livrer à la maison à Paris et que je revendais sur eBay. À l'époque, avant même que eBay soit devenu eBay, ça avait un autre nom, et je faisais mes petites ventes, et donc j'ai commencé comme ça à gagner un peu de sous. Voilà, et je faisais aussi des bannières en ligne, donc c'était sur les sites, on pouvait mettre des publicités. Et vous, Moed Eltrad, c'est en rachetant une entreprise que vous êtes devenu entrepreneur après avoir fait vos études en France, c'est bien ça? Je suis comme Jonathan, comment j'ai commencé, donc j'étais sédentarisé, comme je vous l'ai dit, et je n'ai vu que l'école comme porte de sortie pour sortir de ma situation. Et vous arrivez en France avec une bourse, c'est ça? J'arrive en France avec une bourse de 200 francs. Je ne suis pas jeune non plus, comme notre ami Jonathan. Peut-être un peu plus vieux quand même. Oui. Ça y est, là, vous m'avez pas rajeuni, là. Oui, vous vous vengez comme ça, c'est bien. Vous avez raison. Donc, 200 francs, arrivé à Montpellier, pas un mot de français, rien. Donc il y avait aussi un peu de xénophobie parce que vous savez, on est dans les années 1970 et il y avait beaucoup de pieds noirs qui ont, suite à l'indépendance de l'Algérie par le général de Gaulle, ils sont arrivés ici, ils ont tout perdu et ils détestaient les Arabes. Et comme je suis arabe, ils me détestaient encore plus, ils me disaient que je suis algérien. Je leur dis, mais écoutez, je suis arabe si vous voulez, mais je ne suis pas algérien. Laissez-moi un petit quelque chose de mon identité. Quoi. Donc bref, je fais court. Je réussis malgré tout. La première année, je la rate. Au rattrapage, je réussis. Et après, ça a été des réussites jusqu'au doctorat d'informatique à l'Université de Paris. Ensuite, j'ai travaillé plusieurs années chez Alcatel. À l'époque, ça s'appelait Alcatel, aujourd'hui Nokia. Et par la suite, chez Thomson, qui s'appelle la Compagnie Générale des Signaux, par la suite. Et ensuite, travailler dans l'informatique appliquée au pétrole au Moyen-Orient. Et je suis revenu au bout de 4 ans, et là, j'ai créé un des premiers ordinateurs portables, qui n'était vraiment pas portable parce qu'il pesait 30 kilos. Ah oui. Si, avec les bras de Schwarzenegger, ça allait. Voilà. Et en plus, pour moi, je ne suis pas très costaud, donc je me suis débrouillé pour transbaïter tout ça. Oui. Bref, au bout d'un an, un an et demi, à l'époque, c'était vraiment une révolution. Les ordinateurs portables, c'est la suite de Minitel, etc. de l'époque, qui a été créé en Bretagne, le Minitel. Et c'était les ordinateurs, donc, portables. Ensuite, cette société a connu une croissance incroyable, mais j'ai pas pu financer ce qu'on appelle le besoin de fonds de roulement, donc je l'ai vendu.
à une société qui s'appelle Matra, qui est l'ancêtre du groupe Lagardère. Oui, d'accord, très bien, très bien. Voilà. Si vous reste quelques ordinateurs à 30 kilos, maintenant vous pouvez les refourguer à vos joueurs de rugby, eux ça les gêne pas, 30 kilos à porter. Avec le petit doigt, il le porte. Moed, restez avec nous. Jonathan, à quel moment vous avez eu l'idée de Aircall? Parce que aujourd'hui c'est une licorne française. Qu'est-ce qui déclenche chez vous voilà, comment on percute en fait? Alors c'est marrant parce que c'est tout ce que j'ai mis dans mon livre. Bah oui, c'est normal, je l'ai lu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que toutes ces années, en fait, je me rendais compte que la téléphonie de l'entreprise était vraiment quelque chose vraiment à l'ancienne, où lorsque un nouveau collaborateur arrivait, on devait lui installer son système de téléphonie, on devait lui brancher son téléphone, on devait lui mettre un nouveau numéro qui n'avait pas été utilisé par un autre collaborateur avant, etc., etc. Et je le voyais dans mes stages, ça fonctionnait jamais bien. Et quand je dis ça fonctionnait jamais bien, c'était vraiment catastrophique les premières semaines. Il y avait potentiellement 2 à 3 personnes par jour qui passaient régler ça pour que ça fonctionne. Ça, numéro 1. Et numéro 2, étant un fervent d'Internet très tôt, j'ai commencé à acheter très tôt en ligne. Et donc très tôt, j'ai commencé à appeler les services clients. C'est quoi très tôt? Vous avez quel âge? J'ai 16-17 ans. Ah oui, c'est très tôt. Ah bah ouais, j'achète en ligne, soit sur les trucs type Alibaba, soit sur eBay, je fais mes ventes. Je vends sur eBay, j'appelle le service client eBay parce que pour X raisons, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Bon bref, je passe mon temps à devoir appeler des services clients pour plein de raisons. Et je me rends compte qu'on ne sait jamais qui je suis au service client. C'est-à-dire que ils ont pourtant mon numéro de téléphone dans la base de données et je les appelle, personne ne sait qui je suis. Donc à chaque fois, je dois dire, je suis monsieur Angelov. Et puis il faut le prononcer Angelov, quoi. A-N-G-U, voilà. Et puis ils comprennent pas. A-M, non, N. Bon bref, on se comprend pas et ça prend du temps et je me rends compte qu'ils perdent 1 minute à chaque fois, quoi. Ouais. Ça me rassure, sachant que je vais traiter de sourd par Billy Gère tout à l'heure dans Les Vraies Voix. Non, c'est la compréhension est difficile. Et je me dis, mais comment ça se fait qu'ils ont mon numéro? Mais quand je les appelle, ils n'arrivent pas à l'associer. Avec le nom. Et donc toutes ces années, ce truc me trotte dans la tête et je me dis, il faut qu'on change quelque chose. Et l'idée d'Aircall, à un moment, émerge en se disant, on va simplifier la téléphonie, on va la rendre cloud. Déjà, on va la mettre sur les ordinateurs. Il n'y a plus besoin d'avoir un poste sur son ordinateur, sur son bureau. De 1 et de 2, on va connecter les outils métiers que les entreprises utilisent déjà. Donc on appelle ça des CRM ou des helpdesk, qui sont des outils clients en fait. Et on va le connecter à la téléphonie. Et donc cette simple petite connexion va révolutionner la manière dont on va délivrer un service client en tant qu'entreprise et la manière dont vous, en tant que client, quand vous appelez, vous allez recevoir un service qui sera différent, on vous reconnaît. Jonathan, ça veut dire que c'est grâce à vous que quand j'appelle, on me dit « Bonjour Madame de Menibus ». Exactement. J'adore l'idée. Exactement. Moed, vous, de votre côté, à quel moment l'entreprise que vous achetez, parce qu'il est devenu aujourd'hui un leader mondial, qu'est-ce qui a fait que les choses ont explosé en fait ? Il y a eu un saut qualitatif, si vous voulez, partir de l'informatique, des ordinateurs portables, aller dans l'échafaudage. Hein. Oui. Et donc ça s'est passé, j'étais en vacances dans le sud de la France, dans un village qui s'appelle Florensac, entre Montpellier et Béziers. Et il y a un voisin un matin qui me dit, est-ce que tu veux acheter une boîte, un échafaudage qui est en faillite? Et figurez-vous, c'était la première fois où j'entends le mot échafaudage. Il me dit, viens, on va visiter les usines. Je suis allé et le produit, qui est absolument banal, il n'y a rien de sexy dans ce produit, eh bien, m'a plu parce qu'il est très facile à fabriquer, très facile à vendre et puis ça marche. Et la chose la plus importante, c'est que dans la vie, on peut rien faire en termes de construction, que ce soit des maisons, des villas, des rénovations, sans échafaudage. Ah oui. Donc, je me suis dit, eh bien, voilà, j'ai un marché mondial. Mais j'étais rien, hein, j'avais pas acheté la boîte. Bref, je l'ai acheté. Et dès la première année, je l'ai redressé avec beaucoup de difficultés dans le sens où je viens de l'informatique, la comptabilité, le marketing, le commerce, c'était pas mon problème, quoi. Et donc j'ai dû apprendre plein de choses très vite et la société, il y avait quand même quelques personnes qui m'apprenaient tout ça et ça a réussi. Donc petit à petit, si vous voulez, il y avait 2 choses que j'ai mis en place, c'est de croître géographiquement et en termes de portefeuille de produits. Oui. Et donc, je vous dis la fin de cette histoire. Donc, aujourd'hui, je fais... il nous reste 1 minute.
Oui, mais c'est notre 40e anniversaire. Le groupe Altrad, il fait des centrales nucléaires, il fait des raffineries, il fait des sous-marins nucléaires, il fait de l'énergie renouvelable. C'est 70 000 personnes dans le monde, dans 100 pays, et 6 milliards de chiffre d'affaires. Eh ben moi, Magnifique, bravo. Il n'y a rien à dire. Bravo, hein. Franchement, Moed, on sait que ce livre qui sort, en tout cas ce livre à sortir dans peu de temps, ça s'appelle Le désert en partage aux éditions Actes Sud. Et puis cette candidature pour Montpellier. Oui, oui, tout à fait. Alors, le plus intéressant, d'abord, c'est le roman, si vous voulez. C'est le 4e roman. J'ai écrit le premier roman qui s'appelle Badawi en 2004. Ouais. Et il y en a eu 2 autres. Et le 3e, donc, était en 2012. Et celui-là, il est dans les librairies. Dites à vos invités et à vos camarades là, d'aller aux librairies en acheter. Absolument. Mais on va leur dire, Moed. On vous promet qu'on va le dire. On va le diffuser un petit peu partout. Merci beaucoup, Moed Altrad. Merci à vous. D'avoir été notre invité. Ça s'appelle Le désert en partage aux éditions Actes Sud. On fait une petite pause. On revient dans un instant avec un nouveau profil. Vous allez voir qui est très étonnant aussi. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vos émissions sont toujours très riches. Quand je peux pas écouter le direct, je me fais le podcast le soir. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables, on met toujours en lumière, bien entendu, dans cette émission, les entrepreneurs, les entreprises et des personnalités inspirantes comme Jonathan Angelov qui est avec nous, fondateur de la licorne française Aircall et fondateur de Aguesso Capital, qui sort ce livre sur son parcours, en fait, forcément inspirant et qui va en inspirer beaucoup, j'espère. Ça s'appelle Rien à perdre aux éditions Alizio, qui sort au mois de mars. Le 13 mars. Et en précommande dès aujourd'hui. Et notre invité, Christian Giudicelli, qui est avec nous, cofondateur de Voltaïka. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et nous a rejoint également Soklam, associé dans un cabinet d'avocats. Ses parents ont fui les Khmers rouges dans des conditions folles. Quand il était enfant, il a vécu comme réfugié au Vietnam. Il est arrivé en France à 9 ans. Il ne parlait pas un mot de français. Et aujourd'hui, il est associé dans un cabinet d'avocats. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Christian Giudicelli, merci d'avoir accepté notre invitation, cofondateur de Voltaïka. Vous, c'est pareil, vous êtes un entrepreneur dans l'âme. Vous allez nous raconter votre histoire parce qu'elle est aussi un peu dingue. C'est-à-dire que vous montez une société et là, je vous laisse voir la suite. Oui, en effet, merci pour l'invitation, Cécile et Philippe. Bonsoir à tout le monde. Écoutez, alors tout d'abord, moi je suis admiratif des parcours et des histoires que je viens d'entendre, Moed et Jonathan. Et moi j'ai eu une enfance heureuse, alors je peux pas témoigner là-dessus. On n'était pas fortunés en revanche. Je voulais entreprendre. C'était en moi. Il fallait que je crée quelque chose et que je crée en grand. Alors de ma petite île en Corse, il m'est venu l'idée d'abord de devenir ingénieur et puis ensuite de créer Voltaïka après une petite carrière chez Airbus. Ça s'est très bien passé au début jusqu'à un accident de parcours qui m'a amené à revoir les choses autrement et donc il a fallu pour ça rebondir et nous avons aujourd'hui une belle histoire à raconter avec Voltaïka. Alors l'accident de parcours. Oui, l'accident de parcours, on veut le savoir. Ouais, c'est de cette entreprise. Donc vous êtes cofondateur de cette entreprise Voltaïka avec votre frère, qu'on salue. Vous montez cette société. Je le dis à votre place parce que j'ai vu. Au bout de 6 mois, vous devenez millionnaire et puis au bout d'1 an, ça se passe très bien et vous rencontrez la mauvaise personne. Oui, alors en effet, donc d'une famille de fonctionnaires, à 32 ans, je deviens millionnaire après une courte carrière chez Airbus de 7 ans et très très rapidement en réalité après avoir entrepris. Et je me retrouve dans une situation où je commets l'erreur de penser que je suis arrivé. Et cette erreur-là m'amène face à un client qui me dit viens, je suis un financier, toi tu es un ingénieur, à nous deux on va faire quelque chose de génial, tu investis dans ma boîte, on va l'introduire en bourse et on va devenir les rois du monde. Donc je suis séduit, j'investis et j'amène tout. Ouais.
j'amène tout, croyant être arrivé et me disant que ça y est, ma vie est j'avais rien à faite. craindre. Voilà, c'est ça. Ma vie est faite et ça ne peut être que du bonus. Sauf que cette personne-là s'avère être un escroc, un vrai escroc, hein, comme on l'imagine dans les films, avec un changement de nationalité, une fuite à l'étranger et un changement de nom aussi, et je perds tout. Donc d'un statut d'ingénieur salarié à millionnaire, puis d'un coup à plus rien, je me retrouve dans une situation délicate, vexé, blessé. Et puis dans une situation délicate vis-à-vis de ma famille, à qui j'avais donné goût que j'avais habitué à un train de vie différent, et je me retrouve à un moment sans €1 sur mes comptes. Et c'est là où mon frère Jean-Marc nous sauve la mise en finançant mon train de vie et celui de ma famille pendant les mois nécessaires. Puis ensuite on rebondit, donc cette personne, perdant tout, bien évidemment, on fait appel à la justice, mais vous savez très bien que toutes ces affaires-là sont très longues, donc on ne peut pas compter que là-dessus. On a un avocat autour de la table. On a un avocat avec nous, il confirmera. Il pourra nous le confirmer. Et donc, de toute façon, c'est une histoire qui remonte à 2011-2012. On est en 2025 et ce n'est pas encore totalement réglé, même si nous avons gagné toutes nos affaires civiles et on attend les résultats des affaires pénales. Mais comme on ne sait pas où il est, de toute façon, on ne fait pas beaucoup d'illusions. Et donc là-dessus, on se retrouve dans une situation où le moral ne va pas très bien. Mais c'est là où l'intelligence qu'on a, il faut bien qu'on s'en serve pour quelque chose. Et on se dit, tu voulais cet argent pour t'embellir la vie et tu es en train de te pourrir la vie à cause de cet argent. Et cette simple phrase qui résonne dans ma tête change tout, puisque avec Jean-Marc, on rebondit, on pivote complètement, on met en stand-by Voltaïka, qui était une petite société, même si elle nous avait fait gagner beaucoup, mais on n'avait pas de salariés à l'époque. Et une coquille vide aujourd'hui. Enfin, à ce moment-là. À ce moment-là, qui se retrouve une coquille vide, de fait. Et puis, on décide, on fait appel à un fonds d'investissement avec qui on avait déjà travaillé, et qui nous font confiance. Et grâce à eux, on achète une flotte de containers maritimes qu'on loue à des compagnies maritimes autour du monde, qui nous permettent pendant plusieurs années de vivre et de vivre correctement, sans faire la différence qu'on avait faite préalablement. Et fin d'année 2017, on décide de relancer Voltaïka, donc après une mise en stand-by d'à peu près 5 ans. Et on relance Voltaïka, et là, c'est une hyper croissance. On passe de 375 000 € de chiffre d'affaires à 22 millions d'euros de chiffre d'affaires. Belle progression. On crée dans le groupe Giudicelli, donc la maison mère, la holding familiale, puisque on tient à créer, enfin c'est notre volonté, c'est de créer un groupe familial que l'on pourra transmettre, et on devient 200 personnes en moins de 5 ans, et voilà. Oui. Jonathan Angoloff, vous vouliez... Je trouve ça formidable, parce que en fait, ça rappelle évidemment l'histoire de ma maman, et ma mère n'a pas su rebondir, ça a été beaucoup plus dur pour elle, et je trouve ça incroyable ce qu'il a fait, de s'accrocher, et en fait je pense que il y a une rage qui a dû être créée en lui, et puis... pour rebondir et repartir de plus belle et bien plus haut que ce qu'il aurait fait probablement la première fois. Ce qui est terrible, c'est que votre mère a été victime d'un escroc, vous avez été victime d'un escroc, et pourtant vous avez eu la résilience, même si j'aime pas trop le mot, pour rebondir. Ça a été quoi le moteur, Christian Giudicelli? Oui, j'ai pris l'accent. Oui, bravo. Écoutez, c'est parce que François Pupponi nous le demande dans les vraies voix. C'est pour ça qu'on l'appelle Pupponi. Il fait bien, François Pupponi, d'insister là-dessus. Écoutez, en réalité, je crois que vraiment, n'importe qui, je veux croire que n'importe qui peut prendre le costume d'un entrepreneur et en déroulant un programme, réussir à s'en sortir globalement. Christian, mais il lui manquera toujours... Oui. Non, mais je rebondis sur ce que vous dites, parce que quand je lis le livre de Jonathan, je me dis que tous les deux, vous aviez un problème avec le salariat. On est d'accord? Oui. C'est de dire que finalement, c'est pas votre truc, en fait. Vous, c'est d'entreprendre, de fabriquer, de créer, de liberté aussi, Christian et Jonathan juste derrière. C'est très difficile, ouais. En fait, ce qui est difficile... plus que tout, c'est qu'à l'école et toute notre vie, on nous apprend à être un salarié. C'est-à-dire qu'à l'école, on nous apprend à s'asseoir, à se taire, à écouter quelqu'un, finalement à être une sorte de salarié.
Et en fait, être un entrepreneur, c'est être un marginal. Quelque part, c'est être un peu un marginal. On est en marge, en fait. On est un peu différent. Quand on nous dit fais ça, on remet en cause. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Et donc, ça a été toujours très difficile parce que j'avais l'étiquette un peu aide sociale à l'enfance sur mon dos. Donc, les profs un peu toujours, bon, allez, le petit Jonathan, ferme-la et fais ce qui sera à ton niveau. Mais à la fois, moi, j'étais pas d'accord avec tout ce qu'on me montrait et tout ce qu'on me disait de faire. Donc, c'était très difficile. Vous êtes un marginal, Christian Giudicelli. Maintenant, j'avais l'image de Belmondo pour le marginal, j'aurais Jonathan Anguelov. Enfin, c'est pas le même genre, mais... Oui, non, mais alors certainement qu'on est un peu marginaux quand on entreprend et quand on ne lâche rien comme ça. Alors moi j'ai découvert quand j'avais 40 ans que je suis dyslexique. Oui. On ne le savait pas, on ne parle pas de ça quand j'étais enfant. Et en fait, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et moi, me sentant pas trop idiot, j'admettais pas ces difficultés que je pouvais avoir dans certains domaines. Et j'ai passé ma vie, donc j'ai créé des petites passerelles pour m'en sortir. Et j'ai passé ma vie à lutter contre des a priori sur telle chose est impossible, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Et je pense qu'en fait, ce qui fait que on rebondit quand on a la chance de pouvoir rebondir, mais c'est que d'une part, on n'accepte pas l'idée de l'impossible. Secondo, on est entrepreneur en soi. Donc un entrepreneur, il ne veut pas faire autre chose. Il ne veut pas en effet être salarié. Il veut entreprendre. Et donc de toute manière, j'ai loupé une fois. Et puis l'avantage de tomber, l'avantage de s'enfoncer, c'est que justement ça permet de rebondir. Et on rebondit parce qu'on apprend. Et donc on en ressort plus fort. Merci beaucoup Christian Giudicelli d'avoir été avec nous. Celli, cofondateur de Volta Icare. Vous souhaite de bonnes vacances parce qu'on sait que vous êtes au sport d'hiver. Et j'espérais que vous soyez en moufle ou. Non, mais excusez-moi, mais moi avec Giudicelli, j'avais l'odeur du figatelli qui grillait. Oui, là pas du tout. Là, c'est l'odeur de la fondue savoyarde. Il faut venir en Corse, on vous en offrira. Absolument. Bon, on va venir. Ne vous inquiétez pas. Nous jetez pas là. Bref, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Dans un instant, un autre entrepreneur d'une autre façon, un avocat. Soklam sera avec nous. C'est un parcours aussi très inspirant et très intéressant. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables avec des entrepreneurs inspirants. Et ce livre, Rien à perdre, aux éditions Alizio. Et c'est Jonathan Anguelov qui est avec nous, un fondateur d'Aircall et d'Ageso Capital. Plein de choses à raconter, bien entendu. Comment on se lève, enfin en tout cas comment on tombe et comment après être tombé, on se lève dans ce livre à sortir le 13 mars prochain. Et puis une autre personnalité, Soklam est avec nous, associé dans un cabinet d'avocats. Bonsoir, merci d'accepter notre invitation, Philippe. Alors vous, votre vie a commencé sur un miracle déjà. Vous êtes né au Cambodge, vos parents ont fui les Khmers rouges sur un bateau. Votre bateau est passé pour atteindre un autre pays. Le bateau suivant, ils ont tous été tués. Racontez-nous ce début de vie complètement dingue. Oui, alors moi je suis né au Cambodge à l'époque, en 71. Donc il y a du maréchal Lon Nol, la République Khmer. Donc il y avait les Khmers rouges qui sont arrivés au pouvoir. Un peu après, 4 ans après. On était dans une famille de classe moyenne. Et du jour au lendemain, parce qu'on habitait à Phnom Penh, on nous a dit vous partez de chez vous et vous revenez le lendemain. Et la réalité, c'est qu'on partait pour toujours. Il faut rappeler qu'à l'époque, il y avait quand même un tiers de la population du Cambodge qui ont été décimés par ce génocide. On a été placés dans des camps où il n'y avait plus de liens de famille, puisque tout tournait autour du gouvernement. On était gouverné par des enfants qui avaient 14 ans et qui encadraient. Tout était partagé. Donc on a dû fuir ce régime pour se réfugier dans un premier temps au Vietnam par un bateau, comme l'a rappelé Philippe, d'où les boat people. Et il y avait donc 5 ou 6 bateaux et on était, je crois, l'avant-dernier. On est passé la frontière des Khmers rouges et les bateaux qui nous suivaient, et on les a pas laissés passer et on a appris plus tard qu'ils étaient tous décimés, assassinés.
Et donc on arrive au Vietnam, où on a vécu dans un camp de réfugiés accueillis par des Vietnamiens. Et 5 ans après... Donc et là, vous avez quel âge à cette époque-là ? À cette époque-là, j'avais 5 ans quand j'ai quitté le Cambodge et 9 ans quand j'ai quitté le Vietnam. Donc par le biais des associations humanitaires, on est venu donc par avion, moi, mes parents et mes frères et sœurs, on était 6, accueillis donc par la France. Et quand je suis arrivé en France, tout a été bousculé, puisque au Cambodge, au Vietnam, il faisait extrêmement chaud. Et là, on avait un froid. Il neigeait. Vous dites qu'il fait froid en France, pas du tout. Il neigeait. Et c'était la première fois que vous voyiez de la neige ? C'était la première fois que je voyais de la neige. Et ce qui était frappant, c'est par rapport à la température très froide et l'accueil du personnel humanitaire qui était extrêmement chaleureux, qui faisait tout pour nous accueillir dans un centre de réfugiés à l'époque à Troyes, où on a vécu, je crois, 6 mois. Après, on a été en région parisienne, où mes parents ont travaillé, ont pris, je dirais, ce qu'ils pouvaient comme emploi dans la confection, dans la restauration, pour pouvoir faire vivre les enfants. Vous ne parlez pas la langue française pour vous est, j'imagine, très compliquée. À quel moment vous commencez à apprendre le français ? Quand j'étais à l'école primaire, à l'époque, on m'avait mis dans une classe où on me préparait à apprendre le français. C'était extrêmement difficile. Et je me rappelais encore à l'époque, et ça me marquerait toujours, parce que, encore à l'oral, au bout de 6 mois, 1 an, j'arrivais à peu près me débrouiller. Mais à l'écrit, c'était autre chose. Et ce qui m'a marqué, et je pense que c'était le phénomène déclencheur qui a fait que je voulais absolument me battre, c'était qu'au dicté, j'avais toujours 0. Et quand j'ai 0, c'est moins 20. Ouais, moi j'avais moins 20, c'est bien 0. Moi quand j'avais 0, j'étais content personnellement. Et donc à un moment, je dis c'est pas possible, il faut que je trouve quelque chose. Et j'ai triché. Et on m'a attrapé pour pas avoir 20, pour avoir 2. Donc, et mon père me disait il n'y a pas de miracle, il faut pas tricher, il faut travailler. Donc c'est en travaillant de la rigueur, en faisant beaucoup plus que les gens qui étaient nés sur le territoire français, qu'on pouvait s'en sortir. Et c'est avec cet esprit-là que je me suis toujours battu. À quel moment vous vous dites que ce métier d'avocat, parce que c'est une passion, c'est presque une vocation, vous décidez de faire du droit en fait ? Et pourquoi ? Qu'est-ce qui déclenche ça ? Je pense que c'est quelque chose qui était ancré en moi dans l'inconscience déjà quand j'étais au Cambodge et lorsque j'étais au Vietnam, par la diplomatie française qui a marqué, c'était quand même les territoires indo-chinois à l'époque. Oui. Et ce qui était réputé dans le monde, en tout cas à l'époque, je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, c'était la qualité du droit. Et là, pour la petite anecdote, c'est que la France, en chinois, fa guo, le fa, ça voulait dire droit. D'accord. Donc, c'était une évidence pour moi que en France, ce qui était mieux, c'était le droit. Donc, Jonathan, quand vous étiez tout petit, vous vouliez faire quoi ? Très jeune, j'ai voulu être avocat justement. Ah, c'est drôle. Ouais, j'ai commencé les études et c'est très très difficile. Pour le coup, c'est vraiment un métier de rigueur, de par cœur, de vraiment bachotage. Et moi, je suis très admiratif parce que quand on vient en France et qu'on parle pas le français à 9 ans, et qu'on est capable de devenir avocat, je peux vous dire que pour avoir fait des études de droit, il faut vraiment se lever tôt. Parce que c'est pour ça qu'il était meilleur que vous en orthographe. Ah bah ça c'est sûr. Il avait 0. Et vous aviez moins 20. Alors moi, quand j'avais entre moins 20 et 0, j'étais content parce que j'arrivais à faire des records à moins 30. C'est pas la température, c'est Soklam, vous parlez français maintenant très bien. Quand on fait du droit français, puisque c'est votre cas, est-ce qu'il y a des subtilités qui sont compliquées pour vous à ce moment-là ? Aujourd'hui non, mais à ce moment-là, est-ce qu'il y a des subtilités pour vous sur la langue qui sont compliquées ? Oui, certainement, parce que lorsque j'ai obtenu mon bac et que j'ai demandé à la conseillère d'orientation ce que je devais faire, on m'a dit, écoute ça, que t'es nul en maths, t'es nul en français, je sais pas ce que tu veux faire, moi je vais faire droit. Elle me dit, très bien, mais t'iras pas très loin.
C'est bien les conseillers d'orientation. Hein. Je peux vous rassurer, le premier journaliste qui a fait un papier sur Charles Aznavour avait écrit « Charles Aznavour, retenez bien ce nom, vous n'en entendrez plus jamais parler ». Et la suite a failli lui donner raison, puisque je me rappelais à l'époque, quand j'étais en première année de droit, premier partiel en droit constitutionnel, j'ai eu 2. Droit civil, j'ai eu 6. Ah oui. Donc, soit je redoublais, soit je faisais des efforts supplémentaires au lieu de sortir avec des amis et tout ça. Tous les week-ends, je travaillais. Et donc, avec ça, j'ai pu, je dirais, d'année en année, arriver jusqu'à maîtrise. Après, capable d'avocat, etc. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes avocat, quelle spécialité? Et associé. Associé. Donc, aujourd'hui, je fais essentiellement tout ce qui est cession de fonds de commerce et droit pénal. Ah oui. Et droit pénal, c'était pas une évidence également, puisque lorsqu'on avait fait ce qu'on appelle l'exercice de droit de plaidoirie, je me rappelais à l'époque, le substitut de procureur me dit, mais vous plaidez comme un pied, faites du droit des affaires, pas de pénal. Décidément. Mais heureusement que vous n'avez pas écouté les autres. Heureusement. Ouais. C'est pareil que Jonathan, etc. Ouais. C'est ne rien lâcher. C'est ça, ne rien lâcher. Moi, les conseillers d'orientation, c'est l'histoire de ma vie, quoi. Parce que j'étais. Vous devriez en faire un livre. en fait, quand on est l'aide sociale à l'enfance a plein de bons côtés, qui est on vous encadre et justement on a plein de conseillers d'orientation qui vraiment sont aux petits soins, mais qui justement veulent pas prendre de risques. Vous envoie sur une voie qui n'est pas forcément la vôtre. Et on me disait, fais des choses simples. Donc j'ai fait un bac technologique pour la peine. Moi, on m'a même pas laissé l'opportunité de faire un bac général. On m'a dit, va dans des classes technologiques, ça sera beaucoup plus simple pour toi, tu auras des chances de réussir, etc. Bon, j'ai fait un bac techno et j'ai quand même fini à l'ESCP alors que. Ce qui est quand même bien. Non, mais j'étais pas censé finir arriver dans la téléphonie et tout ça, c'est pas mal. Ouais. Base fine. C'est vrai que le hasard a bien fait les choses finalement. Merci en tout cas 1000 fois, Jonathan Angoloff, d'avoir été avec nous. Ça s'appelle Rien à perdre. Ça sort le 13 mars prochain aux éditions Alizio. Lisez ce livre parce que forcément vous allez certainement vous y retrouver et peut-être aller trouver des choses que vous n'avez peut-être pas en vous qui vont peut-être déclencher des choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et bravo, parce que votre parcours et vu ce que vous êtes aujourd'hui, c'est très inspirant. Et puis une autre inspiration, c'est celle de Tonton Maurizio. Ce soir de Ligue des Champions d'ailleurs. Voilà. Ah bah oui. Inspiration foot. On va en parler. On va revenir dans l'émission qui suit. Je fais mon teasing tout ça là. J'ai bien compris. Vous me laissez. Là, il y a pas aussi à Dortmund, Sporting du Portugal en cours. On est au courant, mais j'ai même pas regardé le score. Vous voulez pas qu'on fasse votre émission non plus. Non, mais un bon teasing. Voilà. Donc on va revenir sur la VAR. On va traiter le sujet de la VAR. On va traiter le sujet de DAZN qui vient d'annoncer qu'ils assignent en justice la Ligue. Voilà, qui demande des millions d'euros. On est dans un bordel. Est-ce la mort du foot français? Voilà. Et puis un sujet aussi sur l'OM avec la vidéo qui tourne. Je sais pas si vous êtes au courant. Un mec a publié une vidéo où il y aurait dans le camion de la VAR un pro PSG quand il y a des décisions à prendre contre l'OM. C'est un espèce de bordel. Ouais. Voilà, il y a un truc qui est soulevé. Ça devrait péter. Voilà. Et on est là pour que ça pète. Quel beau programme. Voilà. On vous retrouve, bien entendu, avec Philippe David demain à partir de 17h. On vous passe, merci, une très jolie soirée. Merci Maxime, merci Aude, merci Félix et merci Nelly, notre équipe formidable. Et on vous laisse avec Tonton Maurizio. Merci. Et on se retrouve demain à 17h. Salut.